C'est le début d'une nouvelle vie dorée pour ces footballeurs. Attirés par des salaires mirobolants, ils ont quitté l'Europe pour l'Eldorado chinois. 10 millions d'euros nets d'impôts par an pour Gervinho, 13 pour Ezequiel Lavezzi, qui devient à 30 ans l'un des joueurs les mieux payés au monde. J'ai pensé à ma famille et à la futur de juste là. Quand on voit le contrat qu'ils ont fait à Lavezzi, par exemple, aucun club en Europe n'aurait donné même la moitié. Des salaires vertigineux et des primes exorbitantes. Pour un seul match, vous pouvez jouer un match pour 1 million d'euros. Ou pour 900 000, pour 800 000, pour un seul match. Avec sa puissance financière, la Super League chinoise a attiré cet hiver 160 nouveaux joueurs et dépensé plus de 330 millions d'euros. The best seat world in the world right now. Now, yesterday, last year. Des dizaines de milliers d'écoles de football ont été créées depuis 2 ans dans tout le pays. Nous vous emmènerons dans la plus grande académie du monde. La Chine veut sortir de l'ombre et a fait un rêve, organiser la Coupe du Monde dans 10 ans. Il y a une volonté de la part des autorités chinoises de faire en sorte que le football devienne la dernière frontière à conquérir. La Super League chinoise pourrait-elle à l'avenir concurrencer les championnats européens? La Ligue 1 peut-elle craindre un exode massif de ses talents? 25 millions d'euros sur un contrat de 2 ans ont été proposés cet hiver à Hatem Ben Arfa. Il y a d'autres joueurs qui vont venir ici l'année prochaine, ou dans l'avenir. C'est le ticket d'entrée un petit peu comme on en avait parlé à l'époque du PSG, qui a peut-être surpayé un peu quelques joueurs. Bah là, c'est le ticket d'entrée du football chinois dans le Gotha du football mondial. Pékin, lundi 14 mars. Nous prenons la direction de Qinhuangdao, 300 km à l'est de la capitale chinoise. Une station balnéaire anonyme de 2,5 millions d'habitants qui a fait récemment la une des quotidiens sportifs en Europe. C'est ici que l'Argentin Ezequiel Lavezzi a signé un contrat de 2 ans. À 30 ans, l'ancien Parisien, sollicité par de grands clubs européens, a préféré s'exiler en Chine. La première des choses, c'est le point économique, c'est la vérité. Et après, l'expérience de vie. L'expérience de vie parce que c'est une culture complètement différente. Et je le trouve. Et quand je suis là, je suis arrivé là, je trouve complètement tout différent. Et alors, je pense que, comme tu dis, que Paris me va rester pour ma vie. Et je pense que cette expérience va être très forte pour ma vie. Avant le transfert de Lavezzi, le club chinois avait obtenu la signature d'un autre international, l'Ivoirien Gervinho, acheté à l'AS Rome 18 millions d'euros. Les dirigeants asiatiques ne manquent pas d'arguments pour convaincre ces joueurs de poser leurs valises en Chine. 10 jours avant notre rencontre, Lavezzi et Gervinho avaient remporté leur premier match de championnat et empoché chacun une prime de 60 000 euros. Je pense qu'avoir 60 000 euros par match en Europe, c'est impossible. Mais je pense que même au Real de Madrid, ils ne le font pas par match. En plus, c'est net. Ici, il n'y a pas de somme définie. Le président il vient, il dit pour ce match, on vous donne telle somme. Par but, c'est telle somme. Sans but encaissé, c'est telle somme. Pour un seul match, vous pouvez jouer un match pour 1 million d'euros. Ou pour 900 000, pour 800 000, pour un seul match. Une prime de match de 60 000 euros, c'est davantage que le salaire moyen en Ligue 1. Pourtant, le Hebei Chana Fortune est un club promu en première division, avec des infrastructures encore rudimentaires. Sanitaires et vestiaires sont hébergés dans ces préfabriqués. Un changement d'univers pour Lavezzi et Gervinho, qui ont rejoint ici 2 anciens joueurs de Ligue 1, le Camerounais Stéphane Mbia et Gaël Kakuta, ainsi que l'international turc Ersan Gulum. La Chine a de grands objectifs en matière de football. Ils veulent se faire connaître et se développer. Et nous sommes là pour les aider.
Selon nos informations, le club chinois aurait également tenté de recruter le Marseillais Lassana Diarra cet hiver, sans succès. Ces investissements démesurés, le patron du Hebei China Fortune les assume. À 36 ans, il incarne l'audace et la réussite économique chinoise. Son groupe est un géant de l'immobilier, valorisé à plus de 15 milliards d'euros. Le jeune dirigeant a accepté de nous recevoir à Pékin, au siège de la compagnie qui sponsorise le club. Nous voulons de bons joueurs. De notre point de vue, nous n'avons pas surpayé tous nos joueurs étrangers. Ce prix, tout le monde l'a négocié. Si vous regardez les chiffres, vous pouvez penser que c'est démesuré, mais au final, tout le monde est content. Ces investissements massifs doivent permettre au club de se construire une notoriété internationale. Nous avons besoin de joueurs qui peuvent nous aider à attirer plus de supporters, et pas seulement dans le marché chinois. Des joueurs qui peuvent faire parler de nous en Europe et dans le monde. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'eux. Si le Hebei China Fortune est le nouveau riche du championnat, d'autres clubs se sont fortement développés depuis déjà plusieurs années. Nous sommes à Canton, au sud de la Chine. Une ville industrielle de 12 millions d'habitants qui abrite le meilleur club du continent de ces 5 dernières années. Un soir de match, le Guangzhou Evergrande fait presque toujours le plein. 42 000 spectateurs habillés aux couleurs des Tigres de Canton. Le club le plus riche d'Asie a remporté les 5 derniers titres de Super League et la Ligue des champions asiatiques l'an dernier. Cet hiver, la star colombienne Jackson Martinez est arrivée en provenance de l'Atlético Madrid, moyennant 42 millions d'euros. Il inscrit son premier but en championnat sous nos yeux. Le Guangzhou Evergrande, détenu à 50% par le géant du commerce en ligne chinois Alibaba, serait même devenu le mois dernier le club le plus cher au monde en valeur marchande, avec une capitalisation boursière estimée à 3 milliards d'euros. Il devancerait le Real Madrid et Manchester United. Un exil doré pour l'international colombien qui ne s'offusque pas des énormes sommes dépensées par son club. Moi, je me consacre à jouer. Je ne suis pas investisseur ni acheteur d'actions. Si les dirigeants du club ont les moyens d'investir cette somme, il faut le leur demander. Pour développer ses ambitions, le club chinois a recruté il y a 9 mois l'entraîneur brésilien Luis Felipe Scolari, champion du monde en 2002 avec la Seleção et sélectionneur de l'équipe humiliée 7-1 à domicile par l'Allemagne en demi-finale du mondial 2014. Scolari refuse depuis toutes les demandes d'interview individuelles et s'abstient de tout commentaire sur l'ampleur des transferts dans le football chinois. Je ne veux pas parler des investissements dans le football chinois. C'est le meilleur endroit pour travailler ici. Maintenant, l'an dernier aussi, ils nous donnent ce que nous voulons. Ici, je ne fais que mon job d'entraîneur. Ils veulent acheter des joueurs, ils les achètent, ok. Moi, je les entraîne. C'est mon boulot, c'est tout. L'entrée de la Chine dans le marché mondial du football, c'est la volonté politique du chef du gouvernement. Arrivé au pouvoir il y a 3 ans, Xi Jinping est un grand amateur de ce sport. Lors d'une visite en octobre 2015 des installations de Manchester City, on le voit souriant se faire prendre en selfie par l'attaquant argentin Sergio Agüero avec le Premier ministre anglais David Cameron. Pour développer le football dans son pays, le président chinois a lancé officiellement l'an dernier un plan national intitulé le rêve chinois. L'une des facettes de ce rêve chinois, c'est de faire en sorte que le football chinois réussisse 3 choses. D'une part, de faire en sorte que l'équipe de Chine se qualifie pour la Coupe du Monde.
Deuxièmement, que la Chine puisse organiser une Coupe du Monde sur son sol. Et troisièmement, ce qui serait un peu l'apothéose, c'est que la Chine puisse gagner cette Coupe du Monde. Et en fait, c'est de réussir ce qu'ils ont réussi avec les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, c'est-à-dire d'apparaître au monde comme étant des grands vainqueurs. L'équipe nationale chinoise n'a participé qu'à une seule phase finale de Coupe du Monde en 2002, pour un bilan de 3 défaites et 0 but inscrit. Le gouvernement espère mobiliser la population autour du football, un sport encore mineur dans ce pays qui compte plus d'1,3 milliard d'habitants, mais qui occupe le 96e rang au classement FIFA, entre le Guatemala et le Sultanat d'Oman. Les résultats de la sélection nationale sont décevants. Mais la politique de Xi Jinping a beaucoup stimulé le développement du football ici. Et j'espère que de jeunes joueurs vont arriver au plus haut niveau et vont nous permettre d'avoir de bons résultats à long terme. L'un des points forts du plan de Xi Jinping est la création de 50 000 écoles de football dans tout le pays. Nous prenons la route depuis Canton vers l'Académie d'Evergrande, le centre de formation du puissant club chinois. Les enfants de l'école de foot d'Evergrande prennent souvent mon taxi. J'aimerais bien y inscrire plus tard mon fils, mais malheureusement l'inscription est très chère, quelques centaines de milliers de yuan par an. C'est pour les bourgeois, vous savez. Au milieu des montagnes, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Canton, la plus grande école de football au monde nous a ouvert ses portes. Devant l'entrée, il est écrit « Il faut rêver grand et devenir champion du monde ». L'Académie d'Evergrande est une usine à champions. 2800 apprentis footballeurs, 140 entraîneurs chinois et 24 étrangers, tous espagnols et tous issus des écoles de jeunes du Real Madrid. Les jeunes ici ont une bonne attitude, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout la culture du football. Donc il est très important que des entraîneurs étrangers comme nous leur apprennent cette culture. Le club merengue a signé un contrat sur 8 ans jusqu'en 2020 avec l'école chinoise. Le président madrilène Florentino Pérez était présent lors de l'inauguration du centre il y a 4 ans. Les programmes d'entraînement ont été calqués sur ceux du Real Madrid. Avant, il n'y avait pas la formation pour les adolescents. Grâce au centre d'Evergrande, les enfants chinois peuvent s'entraîner de façon professionnelle. J'espère que la Chine sera un jour championne du monde, à condition que nous, les jeunes, travaillons beaucoup plus. Pour former les futures stars du pays, le promoteur immobilier Evergrande, deuxième sponsor du club, a consenti à d'énormes investissements. 165 millions d'euros pour bâtir cette gigantesque académie de 100 hectares qui coûte chaque saison au club près de 25 millions d'euros en frais de fonctionnement. Des dépenses justifiées par le directeur adjoint de l'académie. En tant que deuxième puissance mondiale, la Chine se développe vite. Mais nous sommes toujours en retard dans le domaine du football. On espère que le football pourra se développer au même rythme que notre pays. Plus globalement, nous souhaitons accélérer la réforme du sport dans notre pays car beaucoup d'élèves en Chine sont concentrés sur les études et pas suffisamment sur le sport. C'est pourquoi nous devons accélérer la réforme du sport. Vêtus d'uniformes inspirés des écoles britanniques, les 2800 jeunes footballeurs effectuent ici toute leur scolarité, du primaire jusqu'au lycée. Les responsables de l'académie ont conçu les décors à la manière d'Harry Potter. Discipline de fer,
et cadre en chanteur. C'est aussi ça, le rêve chinois. Mais un rêve accessible quasiment uniquement aux élites du pays. Les frais de scolarité s'élèvent à minima à 7 500 € par an. Le sport, par tradition, dans un pays communiste comme la Chine, a toujours été un sport au service de l'État, donc avec une sélection d'un vivier assez extraordinaire, mais des gens qui ne sont pas forcément portés vers ce sport. Ce n'est pas parce que vous aimez le foot que vous allez devenir footballeur. C'est parce qu'on a décidé que vous étiez grand, que vous étiez costaud, etc. Donc on vous repère dans une école et après on vous met dans une école pour devenir footballeur. Vous n'avez pas un réseau de clubs, par exemple, animés par des amateurs. Donc c'est pour ça que ça passe par la constitution d'académies qui sont une sorte de compromis entre une tradition du sport à la chinoise et puis quelque chose de plus moderne. Après son passage au Girondins de Bordeaux entre 2011 et 2014, Francis Gillot était parti entraîner 1 an à Shanghai, en première division. Il avait constaté les difficultés pour les adolescents à pratiquer le football en Chine. Il y a un autre problème chez eux, c'est que j'ai observé quand j'étais là-bas, c'est que souvent ils ont un enfant par famille. Bon, même si maintenant la loi a évolué, mais souvent les parents ils privilégient l'école plutôt que d'envoyer un de leurs enfants dans un centre de formation. Donc ça, c'est quand même une réticence que j'ai observée chez eux, et ça peut peut-être être un problème pour eux. Former des joueurs chinois pour développer l'immense potentiel du pays est une condition indispensable à la croissance de la Super League, dont la seule vitrine aujourd'hui est constituée par ces joueurs étrangers. Une vitrine qui a généré pour la première fois d'importants revenus de droits télévisés. L'automne dernier, l'appel d'offres de la fédération a été remporté par China Sports Media, qui a déboursé 8 milliards de yuan sur 5 ans, soit 220 millions d'euros par an. Un montant record, 30 fois supérieur aux droits précédents. Cela fait 10 ans que nous travaillons sur ces droits de diffusion, qui ne valaient presque rien avant à cause notamment des scandales de corruption. On a vécu le pire moment du football chinois, mais maintenant nous sommes très excités. Nous sentons que la période est positive. Désormais, on espère que les médias étrangers, les industries étrangères vont s'intéresser davantage au football chinois. En 2012, la corruption dans le championnat chinois était si forte que les matchs n'étaient plus retransmis à la télévision. Le Parti communiste avait alors procédé à une centaine d'arrestations impliquant joueurs, arbitres, dirigeants et truands. C'est un problème qu'on ne peut pas éviter. Avant, la corruption donnait une image déplorable de notre football. Et c'était difficile, voire impossible, de parler de commercialisation ou de droits de diffusion. Grâce aux efforts de l'État, la situation s'est améliorée. Il y aura toujours un risque, mais en donnant de l'argent aux clubs et en développant le football, nous pensons minimiser ces risques. Le football en Chine a toujours été marqué par la corruption. Et ça, c'est vraiment un gros problème pour eux. C'est-à-dire qu'il y aura toujours cette tentation d'essayer de dompter une sorte d'imprévisible qui fait partie du foot, qui fait partie du sport, en essayant d'acheter des matchs, par exemple. Et ça, vous l'avez régulièrement dans le football chinois. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire on va constituer des équipes très très fortes, il y a quand même aussi, malgré tout, malgré cette vision, il y a quand même, d'un point de vue des investisseurs, par exemple, qui mettent de l'argent dans les clubs, cette volonté d'avoir un retour sur investissement assez rapidement. Et donc, vous avez là quand même une contradiction. Et c'est là où, à mon avis, le projet pourrait capoter. Un football plus propre qui redonne confiance aux investisseurs et aux fans. La première journée de championnat a rassemblé 12,5 millions de téléspectateurs, en hausse de 30% par rapport à l'an dernier. La Super League est désormais diffusée dans 30 pays, essentiellement en Afrique et en Europe de l'Est. Des négociations sont en cours avec Eurosport et la chaîne britannique Sky. Pour étendre son influence, la Chine peut encore compter sur ses puissants investisseurs. Le groupe Wanda, propriété de Wang Jianlin, l'homme le plus riche de Chine,
avait acquis il y a un an 20% des actions de l'Atlético Madrid pour 45 millions d'euros. La multinationale chinoise a également conclu le mois dernier un partenariat commercial avec la FIFA pour les 4 prochaines éditions de la Coupe du Monde. Des accords qui confirment la montée en puissance de la Chine sur l'échiquier du football mondial, mise en scène dans ce clip diffusé sur le site de la Fédération internationale. Je crois beaucoup au potentiel de la Chine au niveau du football. Pour développer le football, nous avons besoin de partenaires puissants, solides, des partenaires avec une vision, une ambition, exactement comme le groupe Wanda. La Chine pourrait-elle à l'avenir concurrencer davantage les clubs européens sur le marché des transferts? Nous avons posé la question à Bruno Satin, agent de joueurs à l'origine des premiers transferts de Français vers l'Empire du Milieu, il y a 20 ans. C'est un élément à prendre en considération, tant sur le plan de leurs possibilités de transfert, mais aussi et surtout à travers les salaires qu'ils peuvent donner aux joueurs. Quand on voit le contrat qu'ils ont fait à Lavezzi, par exemple, aucun club en Europe n'aurait donné même la moitié à Ezequiel Lavezzi. Donc ça veut dire que quand ils sont déterminés, qu'ils ont vraiment décidé d'essayer de recruter un joueur, ils vont tout faire pour l'avoir. En 2012, Nicolas Anelka et Didier Drogba avaient été parmi les premières stars mondiales à partir exercer leur talent en Chine. Les 2 joueurs étaient retournés en Europe, moins d'1 an après. Le championnat chinois, il est quand même assez méconnu parce que moi, en passant 1 an là-bas, sur le banc, je me suis aperçu que les rencontres étaient de très bon niveau. Il y a 4-5 équipes qui peuvent avoir leur place dans le championnat de France. Ça veut dire que des garçons qui sont en fin d'âge pour jouer ou qui ne sont pas motivés, ils ne réussissent pas. Donc ils ont peut-être pris ces joueurs-là en pensant qu'ils allaient tirer leur épingle du jeu et malheureusement, ils n'ont pas marché du tout. Moi, l'année dernière, j'avais Dembaba. S'il ne se bouge pas à l'entraînement, je peux vous dire qu'il ne touche pas un ballon pendant les matchs. Aujourd'hui, ils ont envie de recruter des joueurs dans la force de l'âge, des joueurs qui sont dans le meilleur moment de leur carrière, des joueurs qui, en théorie, ne dépassent pas les 30 ans, quoi. C'est pour ça qu'on a vu des transferts absolument stratosphériques pour certains joueurs, notamment des joueurs brésiliens. Après ce mercato tonitruant, la Super League est entrée dans un nouveau monde. Elle doit désormais pérenniser son modèle, former des joueurs de haut niveau, populariser le football sur son territoire. Pour qu'un jour, la Chine soit prête à accueillir la Coupe du Monde et dévoiler un nouvel aspect de sa grandeur.